Bibliothèque nationale dans la collection Dupuy. Alors, malheureusement, cette note ne porte que sur une partie de l'ouvrage, c'est-à-dire du livre 4 au livre 12, c'est-à-dire du règne de Louis IX jusqu'en 1532. La partie concernant, malheureusement, les origines de la Bretagne n'est pas abordée. Néanmoins, ce texte de 6 pages est riche en informations sur les raisons complexes et variées expliquant le rejet du procureur général qui agit conformément à sa fonction, qui est de défendre les droits du roi de France. Donc, une seconde édition paraît en 1588 de l'histoire de la Bretagne, en partie réécrite par l'auteur. J'en reparlerai. Alors, quelles sont les caractéristiques du texte de Jacques de la Gueule? Tout d'abord, c'est des extraits du texte qui sont résumés par le procureur et annoncés par leur folio, accompagnés ou non d'un commentaire de sa part. Jamais n'apparaît le nom de l'auteur qui fait parler à la troisième personne. Il dit que, il parle du, il conclut que. Deux mots reviennent souvent sur la plume du procureur général. Il veut débattre. Il, c'est d'Argentré, veut débattre. Je cite. Il veut discuter. Ces deux mots reflètent une réaction offusquée, à peine contenue du procureur général, face à ce qu'il se considère sans doute comme des contre-vérités, notamment en ce qui concerne l'hommage des ducs de Bretagne au roi de France. En effet, dans son ouvrage, d'Argentré s'acharne à démontrer qu'il n'y eut jamais d'hommage des ducs de Bretagne au roi de France. Par exemple, dans d'Argentré, l'hommage rendu à Louis IX par le duc Charles le Roux n'est qu'une sûreté d'alliance, pas un hommage. De même, il parle d'alliance et de confédération entre le duc Jean et Philippe de Valois, et non d'hommage. Abordant la période des querelles de succession au duché entre Jean de Montfort et Charles de Blois, qui provoque une guerre qui dure plus de 20 ans au XIVe siècle, notre jurisconsulte breton reconnaît que le duc Jean le Roux a bel et bien fait hommage au roi de France et non hommage lige, contrairement à ce que les chroniqueurs français affirment, poussés par une manifeste vanité, écrit d'Argentré. Alors évidemment, ces phrases, ces textes ne pouvaient que déplaire au procureur général du Parlement, dont l'opinion est connue par d'autres textes manuscrits. Pour le procureur, en effet, les princes bretons furent assujettis à ce qu'il appelle l'Empire français dès le règne de Clovis. Dans une de ses remontrances imprimées aussi, Jacques de la Gueule écrit que c'est le prince breton Jules Michael qui le premier se soumit au roi d'Agobert. Donc, signalons que dans sa note, Jacques de la Gueule parle uniquement d'hommage, sans préciser lequel, hommage simple ou hommage lige. Donc le sujet est complexe, je ne m'étendrai pas dessus. Il détermine en effet la nature des liens entre le duc de Bretagne et le roi de France. Précisons qu'au début du XVIIIe siècle, le procureur général du Parlement de Paris de l'époque, qui s'appelle Joly de Fleury, qui a été étudié par David Feutry dans sa thèse, ce procureur condamne l'histoire de Bretagne de Don Lobineau, publié en 1713. En effet, l'auteur prétendait que la Bretagne n'était pas un fief de la couronne, ce qui montre que la question de la mouvance de Bretagne alimentait toujours les polémiques. Alors, d'Argentré insiste également sur ce qu'il appelle, je me réfère toujours au texte du procureur général, donc il appelle ce qu'il appelle les entreprises, entre guillemets, et les usurpations des rois de France. Alors, ces entreprises qui entament insidieusement l'autorité des ducs et qui manifestent une volonté délibérée des rois de mettre la main sur le duché. Alors, quelles sont ces entreprises, entre guillemets? La première s'exprime par la voie de la justice. En effet, dès le règne de Louis IX, le duc de Bretagne accepte que les appels des jugements donnés par lui ressortent de la cour du Parlement à Paris, mais dans 2 cas seulement, le mauvais jugement et le déni de justice. Mais, contrevenant à cette règle, explique d'Argentré dans son ouvrage, la Cour de Parlement de Paris rend des arrêts sans distinction, comme bon lui semble, d'où les plaintes du duc de Bretagne auprès du fils de Louis IX,
Philippe le Hardi. De même, le duc Jean IV, quelques dizaines d'années plus tard, déclare au conseiller de Charles V qu'il est souverain en son pays et demande que cessent ces arrêts du Parlement, que même le roi et son conseil rejettent. Et Laguel, le procureur général, donc relève que d'Argentré qualifie ces arrêts d'usurpation. Alors, de quoi est-il question? Il faut savoir qu'insensiblement, la Cour de Parlement, à Paris, a favorisé l'extension du droit d'appel. L'appel féodal, intenté auprès du roi en tant que suzerain, en effet, glisse peu à peu vers l'appel hiérarchique, ce qu'on appelle l'appel hiérarchique, qui conteste la sentence et non le juge qui l'a rendue. Mais évidemment, les grands féodaux n'admettent pas que le roi, érigé en juge suprême, puisse réformer, par la voie de l'appel hiérarchique, les jugements de leur grand jour. D'où leur protestation. En effet, la suzeraineté royale se mue progressivement en souveraineté, comme l'observe Monique Morgan-Bonnet, spécialiste du Parlement médiéval. L'enjeu, en effet, est de taille. Cette perte de souveraineté judiciaire affaiblit l'autorité et le pouvoir politique du duc de Bretagne. Il faut savoir donc que le Parlement de Paris fut, pendant la guerre de 100 ans, un instrument efficace et redoutable utilisé par le roi de France, non seulement pour assurer la reconquête face aux Anglais, mais aussi ce que ce texte montre, c'est pour imposer peu à peu la souveraineté du roi de France sur les grands fiefs. Donc, deuxième point, d'Argentré ne manque pas de le souligner, les ducs de Bretagne ont subi les méthodes de plusieurs rois praticiens. C'est comme ça qu'ils les appellent. Les rois de France sont des rois praticiens. Alors, le modèle de ces rois praticiens, c'est Charles V, que d'Argentré qualifie de sages praticiens, de bons praticiens, de très grands praticiens, de premier avocat du barreau. Alors, que recouvre ce terme de praticien? D'abord, il est celui qui ne se hasarde pas dans les batailles, qui n'est pas un homme de guerre, comme le déplore le duc de Lancastre, fils d'Édouard III, roi d'Angleterre. Il se plaint, il dit face à lui, il n'a que le roi des avocats, au lieu d'un roi chevalier. Charles V est surtout le roi qui utilise l'arme judiciaire, qui prend une image de justice pour mieux s'assurer, comme dit d'Argentré, qui passe souvent son temps au palais, minutant toute entreprise et invention pour endommager ses ennemis, je cite d'Argentré. Des mots, finalement, qui dévoilent de mauvaises intentions sous couvert de justice. Alors, parce que le duc de Bretagne s'allie avec les Anglais, Charles V le cite à comparaître devant son Parlement pour crime de lèse-majesté. En 1360, précise d'Argentré, donc Charles V dicte lui-même l'assignation adressée à Jean de Montfort, autrefois duc de Bretagne. Le refus de Jean de Montfort de se présenter provoque la confiscation du duché en 1378. Aux yeux de l'historien breton, c'est une des entreprises et usurpations faites par la Cour de Parlement contre le duché de Bretagne. Donc, au fur et à mesure du texte, le mot praticien, sous la plume d'Argentré, revêt de plus en plus une connotation péjorative. Louis XI, par exemple, est qualifié de chicaneur et de praticien de village lorsqu'il se fait céder les droits des prétendants au duché. Au moment du mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne, une nouvelle cession de droit est établie, procédé que d'Argentré présente comme des, je cite là aussi, cautions de praticiens, aussi inutiles que malignement recherchées. Alors, il est visible que le juriste breton enrage face à ces pratiques redoutablement efficaces. Alors, cette action n'est pas la seule à être montrée du doigt. D'Argentré relève également l'opportunisme des rois de France, qui se révèlent par l'octroi, par exemple, de titres honorifiques. Ainsi, la dignité de père qui est accordée au duc par Philippe le Bel et qui est présentée comme d'Argentré comme un leurre qui dissimule un moyen d'ancrer davantage la souveraineté du roi de France sur le duché. Deuxième point, d'Argentré souligne aussi le fait que dès le règne de Louis IX, le roi de France convoque les évêques bretons
pour qu'ils se rendent au synode et autres assemblées décidées par eux. C'est visiblement une volonté de contrôler le clergé breton. Alors, ce que le procureur général du Parlement de Paris ne pouvait admettre également, et qui salit l'image de la monarchie française, c'est le fait que l'auteur breton s'autorise à porter des jugements de valeur sur plusieurs rois de France. Des jugements la plupart négatifs, qui portent sur leur caractère et sur leur action. Alors, ce sont, si je résume, des experts de la chicane, des hommes cruels, champions d'une déloyauté qui vient à l'injustice, minés par la violence et la rapacité. Quel portrait! Alors, je vais citer quelques exemples. Philippe VI, par faiblesse, fait exécuter de façon honteuse et déloyale plusieurs seigneurs bretons. Mais d'Argentré, moi je suis allée voir le texte, ne donne aucun détail sur ces condamnations, on ne sait pas pourquoi ces seigneurs bretons étaient exécutés à Paris. Mais d'Argentré rajoute que la défaite de Crécy serait une vengeance divine de ces condamnations. Affirmation évidemment étrangement, qui n'est pas notée par le procureur général, mais qui est quand même, qui va assez loin. Charles V, lui, est déloyal, lui aussi, parce qu'il a soulevé les sujets du duc Jean le Vaillant pour lui faire la guerre, contre son devoir de seigneur de fief. Alors, Jacques de la Guerre ne relève rien de particulier au sujet de Charles VI. Et on sait que d'Argentré parle beaucoup de la déraison de Charles VI. Mais Jacques de la Guerre ne note pas rien du tout sur Charles VI. Alors, Charles VII, lui, est un roi faible, indécis, sans jugement, gouverné par ses conseillers qui ne défendent pas quand ils sont en difficulté, tel Georges de la Trémoille. Alors, Argentré aussi blâme très fort comme dit le procureur général, blâme fort, c'est son expression, Louis XI. Alors ça, Louis XI est présenté par d'Argentré comme un roi défiant, sans foi, vindicatif, rusé, dissimulateur, trompeur, dominé par la haine et la rancœur, qui n'hésite pas à empoisonner son frère qui complote contre lui. Alors c'est une accusation grave et d'ailleurs purement gratuite, comme on le sait maintenant. Face au duc de Bretagne, Louis XI se montre brutal et énonce ses exigences. Il lui interdit de battre monnaie et de lever des deniers, sinon ce sera la guerre. Donc l'historien breton présente une image négative également des descendants de Louis XI, telle sa fille, Anne de Beaujeu, une femme ambitieuse, qui aurait hérité des défauts de son père, comme l'absence de loyauté. Il évoque aussi les vices transmis au jeune fils de Charles VIII. D'Argentré aussi parle de cruauté que le roi Charles VIII a fait subir à son épouse, la duchesse Anne, cruauté qui la marquèrent jusqu'à sa mort. Louis XII, lui, quant à lui, a la réputation d'être chiche, ce qui a été la cause de la perte du duché de Milan. Il n'a pas aussi craint d'organiser un conseil schismatique contre le pape, à Pise en 1511, ce qui sous-entend que Louis XII n'a pas de respect pour l'autorité papale. Et au sujet de la déclaration de nullité du mariage de Louis XII et de Jeanne de France, pour que Louis XII épouse Anne, le procureur général relève cette phrase d'Argentré. Le roi jura qu'il ne l'avait jamais connue en 12 ans de temps. Il faut le croire, puisqu'ainsi ils disent. Donc il y a beaucoup d'ironie dans ce passage, ce qui n'a pas échappé à Jacques de la Guerre, dans sa note. Argentré se montre critique aussi vis-à-vis de l'emploi de la loi salique par les rois français, utilisée contre les prétentions de la couronne d'Angleterre. Donc selon le procureur général, il veut en débattre, et ça ne lui plaît pas. Tout d'abord, pourquoi? Parce que d'Argentré porte un regard critique sur la loi salique elle-même, qu'il appelle une loi prétendue. Alors pourquoi parle-t-il de loi prétendue? Il faut savoir que la loi salique, qui est un texte de droit privé, a été exhumée, revue et corrigée après coup, pour les besoins de succession au trône, dans le but d'exclure un souverain étranger au sang de France. Ce qui, évidemment, inévitablement, a engendré de nombreuses controverses sur ses origines et sur son bien fondé. Quoi qu'il en soit,
le jurisconsulte breton juge la loi salique pas assez solide pour pouvoir s'opposer aux Anglais. Donc, alors que de nombreux extraits relevés par le procureur général portent sur le comportement et l'action des rois de France, le point le plus important, me semble, se trouve à la toute fin de la note de Jacques de la Guerre. C'est le dernier passage relevé par le procureur général. C'est le folio 1169 qui a certainement fait réagir le plus le procureur général du roi, qui se garde d'ailleurs dans sa note d'en faire le moindre commentaire. De quoi s'agit-il? D'Argentré suggère qu'en 1532, le duché n'a pas été remis à la France par consentement, mais par la concussion. On sait maintenant que plusieurs députés des États furent achetés. En conséquence, le danger est de voir l'édit d'union établi par les trois États être attaqué en justice pour force et dol. Le procureur général du Parlement de Paris ne pouvait accepter cette phrase lourde de menaces sur l'intégration récente de la Bretagne au Royaume de France, 50 ans auparavant, donc c'est une intégration toute fraîche, à un moment en plus où la monarchie est fragilisée par les guerres de la Ligue. C'est un point juridique important, d'ailleurs, que Jacques de la Guelle rapporte à Henri IV dans une remontrance qui lui fait le 29 juillet 1591, qui porte sur l'union à la couronne des biens patrimoniaux du roi. Je rappelle que la fonction du procureur général est de défendre le domaine royal, les droits du roi, et, dans le texte qui nous intéresse, les droits du roi sur la Bretagne. Ce sujet est d'autant plus sensible que les prétendants au duché de Bretagne ne manquent pas en cette fin du XVIe siècle. En effet, la remontrance de 1591, faite par le procureur général et adressée à Henri IV, nous apprend que la duchesse de Nemours a porté un procès devant le Parlement sur la succession du roi Louis XII. Si l'union de 1532 tombe en nullité, la duchesse peut prétendre au duché de Bretagne en vertu du contrat de mariage entre Louis XII et Anne, dont une clause stipule que le second des enfants aura le duché. En effet, la duchesse de Nemours, Anne d'Este, est la fille de René de France, elle-même la fille cadette de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Par ailleurs, après l'échec de la candidature de l'infante d'Espagne, Isabelle Claire Eugénie, qui était la fille de Philippe II et d'Élisabeth de Valois, Élisabeth de Valois, fille d'Henri II, donc grâce à l'arrêt Lemaître rendu par le Parlement, quelques années plus tard, les prétentions de l'infante se portent sur la Bretagne. Jacques de la Guelle rédige alors un mémoire des droits du roi sur la Bretagne qu'il envoie au chancelier Bellièvre, qui est daté de mars 1597. Ce mémoire démontre que le duché de Bretagne ne peut appartenir à l'infante pour plusieurs raisons. L'infante d'Espagne prétend le duché comme héritière de la maison de Montfort. Or, une loi de cette maison exclut les filles de la succession. Si la mère de l'infante, Élisabeth de Valois, donc fille d'Henri II, avait vécu après la mort d'Henri III, elle aurait pu recueillir la succession du duché. Mais le procureur général rappelle la loi salique, mais surtout la loi d'Aubaine, selon laquelle un Français qui ne vit plus en France ne peut succéder à ses parents pour les biens restés en France. C'est le cas d'Élisabeth de Valois, qui elle-même n'a pu transmettre ce droit de succéder à sa fille Isabelle Claire Eugénie. Enfin et surtout, le duché de Bretagne ne peut appartenir à l'infante car le duché a été possédé par 4 rois pendant plus de 40 ans, avec l'instauration d'officiers royaux et la création d'un parlement à Rennes en 1554. Donc, tout ça c'est rappelé par le procureur général dans cette remontrance. Donc, dans ce texte daté de mars 1597, le procureur général conclut en ces termes: la Bretagne jointe à la France, voilà donc, dit-il, une union taisible, non seulement de droit, mais aussi de fait et de possession. Il écarte ainsi tout ce qui faisait la fragilité de l'édit d'union. Dans une lettre du 3 avril 1598, Bellièvre félicite Jacques de la Guelle pour son beau et docte mémoire, qui fournit des armes à Henri IV. Grâce à lui, le roi peut plaider la main garnie. Je cite. Donc, dans une remontrance de 1591,
Jacques de Laguelle affiche son mépris à l'égard d'Argentré, qu'il qualifie de faciandaire et d'entremetteur du duc de Mercœur, autant dire son homme à tout faire. Mais je soupçonne que ce mépris et surtout vient du fait que Laguelle a appris que d'Argentré avait des sympathies pour la Ligue. Or, le procureur général, à cette époque, manifeste une haine viscérale pour tous ceux qui donc, ont des sympathies pour la Ligue et à l'égard de la Ligue. Alors, en conclusion, on ne sait rien de la destination de cette note rédigée par le procureur. On peut supposer qu'elle a été écrite pour le chancelier. En effet, le procureur général intervient au Parlement pour faire interdire des ouvrages susceptibles de troubler l'ordre ou qui portent atteinte au droit du roi. Et évidemment, tout ça en collaboration avec le chancelier. On peut supposer aussi que ce document est seulement un court mémento destiné à rejoindre d'autres textes concernant les droits de l'homme. Alors, le procureur général ne fut pas le seul à mettre par écrit ses observations sur le texte d'Argentré. Nicolas Vignier, médecin et historiographe d'Henri III, rédigea un texte qui fut publié par son fils en 1619, peu de temps après la publication de la 3e édition de l'Histoire de Bretagne. Donc, ce traité donc, est une critique acerbe des 2 premières éditions, qui n'est pas complète puisqu'elle s'arrête juste avant le livre 12. Alors, les passages qui ont été relevés donc, par le procureur général furent-ils modifiés dans l'édition de 1588? Alors, je vais faire donc appel à votre étude dont vous parliez tout à l'heure, donc M. Hervé, vous avez fait donc une étude comparative entre les 2 éditions, donc entre celle de 1583 et celle de 1588, le livre 12 uniquement. Donc vous avez observé effectivement de nombreuses modifications et de réécriture. En lien direct donc, avec la note du procureur général, on indiquera 2 modifications notables. La suppression du portrait très négatif de Louis XI, qui va fort, il va très fort. Disparaît aussi le passage capital sur les avis contradictoires qui s'exprimaient pendant les États d'août 1532. Voilà. Alors, j'ai voulu faire une étude comparative entre les 2 éditions pour les livres antérieurs au livre 12, mais en consultant l'édition de 1588 conservée à la BNH, je me suis retrouvée face à un texte qui n'avait pas été modifié. Donc d'abord j'ai consulté un document numérisé, et après je suis allée à l'Arsenal pour consulter un ouvrage exemplaire, papier, et donc pas de modification. Là je ne comprenais plus. Et c'est votre étude, monsieur, qui m'a donné la réponse. Elle nous apprend que l'éditeur de l'histoire de Bretagne, Jacques Dupuis, qui a profité des troubles de la Ligue, a remis clandestinement en circulation les exemplaires d'édition de 1583, voilà, qui étaient invendables en utilisant des fausses dates et des faux titres. Donc c'est le cas des éditions de 1588 qui sont conservées à la Bibliothèque nationale. Et moi, je n'ai pas eu le temps d'en consulter d'autres. J'en suis bien. Et effectivement, celui de l'Arsenal, à la pliure de la revue, on voit juste avant le début du livre premier, d'ailleurs, il n'y a pas d'abord d'avis au lecteur, il n'y a pas de. On passe directement donc, de la page de titre au livre premier et on voit qu'il manque des feuillets. Donc, ça confirme ce que vous disiez dans votre étude. Donc il me reste à consulter une édition donc, de 1588 munie du privilège royal et à vous présenter mes excuses pour cet exposé incomplet. Mais j'ai des bonnes raisons quand même de penser que l'appui de l'étude, de votre étude, monsieur, que la plupart des passages polémiques ont été supprimés par mes